va passer à Alexandre pour sa communication sur les écrans de rétine post-chirurgie. Bonjour à tous. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque j'avais déjà commencé à travailler là-dessus interne. Et ça me semble aussi important, quand on parle de chirurgie, de bien évaluer ces complications. Là, je l'ai fait juste à titre personnel. Je vais vous citer aussi d'autres études, mais c'était pour m'auto-évaluer et voir avec le temps les échecs et les yeux perdus, qui étaient le principal intérêt. Donc j'ai étudié les membranes sur 748 cas successifs. J'ai exclu aucun patient volontairement, parce qu'on a toujours quelqu'un qui était plus myope qu'un autre, qui avait déjà eu du laser sur une déchirure, qui avait une bonne raison. Alors soit on se dit, on ne l'opère pas, c'est trop dangereux. Une fois qu'on l'a opéré, il faut l'inclure dans l'étude, sinon on n'a plus de cas de décollement, parce qu'on avait toujours une bonne raison de s'expliquer a posteriori. Il y avait beaucoup de chirurgie combinée, j'ai après séparé les deux pour les résultats, vous verrez que ça a une importance. La chirurgie était donc classique pour moi et pour beaucoup de gens. Vitrectomie 3 voies, c'est pas pour tout le monde, on le sait bien. Mais je faisais une phaco première si jamais c'était une combinée. Une vitrectomie 3 voies, je faisais un DPV s'il n'était pas déjà fait, si nécessaire. Je pelais la membrane et la limitante en colorant avec du bleu. Et je vérifiais la périphérie à la fin de l'intervention et je fais une injection d'antibiotiques, céfuroxime, que ce soit combiné ou pas à une phaco. Le résultat, c'est 2,4% de décollement de rétine, donc 18. Il y en avait 3 pour les membranes faites seules. Alors la plupart du temps dans ma pratique, une membrane seule, c'est chez un pseudophac, parce que, à moins qu'il soit très jeune, la plupart du temps, si le patient a plus de 60-65 ans, je propose facilement la combinée. Et j'ai eu 15 décollements après chirurgie combinée, ce qui me met un taux nettement supérieur, et la différence avec les membranes seules était significative. Et je me suis ensuite intéressé à ces cas de décollement, parce que des fois on les traite très facilement, et moi j'ai été très surpris en reprenant mes cas de voir que certains décollements post-membrane étaient finalement pour moi plus compliqué à traiter qu'un cas primaire. Et donc j'ai classé en 3 catégories assez succinctes. La catégorie suite favorable, où les patients avaient plus de 5/10 et moins de chirurgie. Les cas intermédiaires, où on avait une acuité entre 1 et 5/10, et les cas d'échec total, où il y avait moins d'un dixième et ou du silicone à demeure. Même si les patients ont 3/10 et qu'on n'enlève pas le silicone, je considérais que c'était un échec total. Voilà, ce qui nous donne un taux quand même à 0,66%, ce qui me semble important. De perte du lot. De perte. Oui, échec en fait. Voilà, les critères que j'ai cités. Donc, silicone à demeure, des fois c'est parce qu'ils sont très âgés, qu'ils n'ont pas voulu l'enlever, etc. Donc il y a des acuités assez correctes, mais du silicone, on ne voit pas normalement, on le sait tous. Voilà, donc ça me donne des résultats. Enfin, moi je trouve ça mauvais. Je pense que si je refais l'étude sur les 10 ans suivants de mon installation, je ferais mieux pour plein de raisons, mais plein de petits détails techniques, d'expérience, on peut dire, mais c'est pas prouvable et je vous le redirai dans 10 ans. Voici la littérature que j'ai faite. Alors je me suis recité, parce que c'était quand j'étais interne, j'avais fait un travail à Dijon avec le professeur Trezeau-Vercher et Béraud, et j'avais 2,5% de rétine en 20 gauges. Je m'étais amusé à comparer ça à d'autres études, notamment celle qu'avait fait Didier et son équipe, et publié aussi, et ils étaient à l'époque aussi en 20 gauges, et ils avaient trouvé moins de décollement quand ils étaient en 23 qu'en 20 gauges. Après, je pense que le nombre de cas, je ne sais pas si c'est toujours très significatif. Moi, je dis couramment 2% quand je parle de cas de décollement après membrane. Et selon Haas, il avait trouvé 1,8%, 1,6%, que ce soit en 23 ou en 20 gauche. C'est des études beaucoup plus anciennes. Je vous remercie de votre attention et je pense qu'il y a une discussion à avoir là-dessus. Merci Alexandre. C'est intéressant en fait ton étude.
Est-ce que tu as pu identifier d'éventuels facteurs prédictifs des facteurs de survenue de décollement de rétine? Est-ce que, par exemple, lorsque le patient avait une membrane associée à un syndrome de traction, ces patients avec une hyalurine un peu plus épaissie avaient plus tendance à déchirer en périphérie ou pas? Dans cette étude, non. Mais un seul chirurgien, finalement, pas tant de cas de décollement que ça. Quand j'avais fait l'étude avec Nancy et Dijon, on avait quand même émis l'hypothèse que quand on devait créer le DPV, on faisait peut-être plus de déchirures. Ensuite, moi je trouve maintenant avec l'expérience que les déchirures qu'on crée en péropératoire, c'est très rare déjà. Et maintenant, enfin, moi je les vois en péropératoire, j'en découvre quasiment plus à J1, je les suivais de près après. Et quand elles sont traitées en péropératoire, on n'a pas plus de décollement après, puisqu'en général, on a fait le boulot. Parfois même, on finit par mettre du gaz, hein, ça peut arriver sur une chirurgie de membrane. Et du coup, quand on traite en même temps le décollement, on ne fait pas la même vitrectomie parce qu'on a eu une déchirure, enfin, on adapte la chirurgie. Donc ça, je n'ai pas trouvé que c'était un facteur prédictif. Mais les myopes, bien sûr, et les bases du vitré denses qu'on a chez les myopes, quand on voit ça sur un œil qu'il a déjà eu une déchirure, un décollement de l'autre côté, je pense que le risque est supérieur, mais j'ai pas assez de cas pour faire de stats, et donc j'en parle pas. Et par rapport au fait qu'il y en avait plus dans les chirurgies combinées, il y a plus de décollement de rétine après chirurgie de cataracte. Oui, ça on est d'accord, mais c'est parce qu'on dit que le DPV est fait dans les suites de la cataracte. Probablement moins. Que là, le DPV, vous l'induisez forcément pour faire le pelage. Donc, comment vous expliquez le DPV, vous l'induisez pour faire le pelage, donc c'est pas ça l'explication. C'est pas parce qu'il a fait son DPV dans les suites opératoires de la cataracte. Non, mais je suis pas convaincu non plus que ce soit toujours le cas dans les DR post-cataracte. Moi, j'ai déjà opéré des DR après cataracte et j'ai fait le DPV. Oui, bien sûr, mais du coup, comment vous expliquez? Je pense qu'on cumule les risques de la chirurgie de cataracte et les risques de chirurgie de vitrectomie. Une question. Une question là Merci. En fait, j'ai la même impression quand on fait des chirurgies combinées, c'est plus compliqué après. Je pense que c'est une question de visibilité. On peut faire une vitrectomie qui est moins bonne, surtout une cataracte en première. Tu peux avoir un œdème de cornée, tu as des fluctuations en chambre. Donc je pense qu'on est moins bon en vitrectomie périphérique en faisant les chirurgies combinées. Et vu les conclusions, moi personnellement, j'évite depuis un petit moment de faire des chirurgies parce que vu les différences, presque il faut éviter de faire des chirurgies combinées. Laisser les correspondants faire les catas et voir après. Comme ça, le décollement de rétine sera à cause de la cataracte du correspondant. Non, je crois pas. Non, je crois que vraiment, après c'est des membranes. Globalement, dans les membranes, dans la majorité des cas, il y a déjà un DPV. On est d'accord, c'est pas des trous macs. Mais tu as une moins bonne visibilité quand tu as commencé à faire la cata. Après, je faisais une hypothèse parce que pour l'instant on n'a pas trouvé. J'ai fait pendant très longtemps tout mon internat, tout mon clinica, Faco après, parce que justement on trouvait qu'on voyait beaucoup mieux à travers un cristallin quand il n'y a pas de trop grosse cataracte. Franchement, je pense qu'on est plus à l'aise en vitrectomie sur un œil pseudo-fac, en vitrectomie périphérique selon comment on l'a fait effectivement, mais on peut être plus à l'aise en penchant. Et en plus, je ne pratique pas de vitrectomie périphérique. Parce qu'on a plein plus de complications, et avec les toutes petites vitrectomies qu'on fait maintenant, on a moins de cataractes précoces à 6 mois, quoi. Des fois c'est 2-3 ans. Quoi. Non mais si ça peut faire changer les gens. Et je saute sur l'occasion, tu as dit que tu injectais de la céphaloxime dans les vitrectomies. Non mais attends, je suis hyper content. J'ai pas dit ça. T'as dit ça. Donc moi je le fais aussi, j'injecte de la céphaloxime dans les vitrectomies sans cataracte. Je voudrais savoir dans la salle, puisqu'on est des rétinologues, qui injecte de la céphaloxime sur les vitrectomies seules. Moi. en systématique. En systématique. Et qui le fait pas? Ok. 50-50. Un peu plus de qui on fait pas. Ouais. Ouais, ok. Bon, on parlera, on va pas discuter de ça, mais plutôt ça. Si. Et pour repartir sur la discussion sur les combinés, c'est vrai que typiquement chez le fort myope, on voit bien qu'il y a une instabilité de chambre antérieure qui est